Je m'appelle Marine et chaque semaine, je vous partage des récits intimes, d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne. Je vous promets des histoires vraies, racontées comme elles ont été vécues, sans filtre, sans coupure et sans montage. Pour faire grandir le podcast, il faut s'abonner et nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans notre studio. J'avais très hâte de te rencontrer parce que ça fait quelques temps quand même qu'on se parle. On s'est croisés aussi, sur quelques événements. Oui. Mais, donc je suis vraiment ravie. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui, alors moi c'est Julie, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et belle-maman d'un grand garçon de 15 ans. Je suis professeure des écoles depuis 10 ans et je fais des séjours l'été avec, les personnes en situation de handicap. Voilà. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui. Oui. Heu, Comment, toi, dans quel contexte déjà tu as grandi quand tu étais enfant? Alors j'ai grandi avec mes parents jusqu'à mes 10 ans. Après ils se sont séparés et je suis venue vivre sur Bordeaux pour rencontrer mon beau-père. Donc on est arrivés, dans un appartement un peu vide avec, une nouvelle maison, une nouvelle personne à apprivoiser mais ce qui était chouette, c'est que j'avais toujours mon frère avec moi et ma maman. Oui, parce que tu as un petit frère, Oui, du j'ai un coup. petit frère, Thomas, de 4 ans, mon petit frère et voilà, on est très proches, globalement, ma mère, mon frère, on est très proches. D'accord, et alors du coup, à 10 ans, c'est un âge un peu complexe pour, voir ses parents se séparer. Comment tu vis la chose, toi? Et surtout, comment tu vis le fait de faire rentrer un nouvel homme dans ta vie? Un homme qui devient ton beau papa? Alors, moi, du coup, j'étais très contente que mes parents se séparent parce que ça se passait pas bien du tout. Par contre, j'étais pas prête à aller vivre ailleurs et à rencontrer quelqu'un. Je savais que ma mère, parlait avec quelqu'un. À l'époque, c'était des fax. C'est Oui, vrai? c'était des fax. Je savais qu'elle rencontrait quelqu'un, qu'on partait vivre là-bas et cetera. Mais c'est vrai qu'au moment où on s'est installés, je l'avais déjà croisé parce qu'il travaillait avec ma mère, mais je le connaissais pas plus que ça et donc ça a été un choc assez important. Voilà, surtout que c'était pas du tout la même éducation, parce que mon beau-père a 13 ans de plus que ma mère. Donc c'était pas la même façon d'éduquer les enfants. C'était une nouvelle ville pour nous, on découvrait tout. Donc ça a été un petit peu compliqué, sur le départ, oui. Parce que vous arriviez d'où? On est Toi? arrivés de Paris. De Paris, d'accord, Oui, donc Paris-Bordeaux. oui. Tu ton petit frère avec toi? J'avais mon petit frère avec moi, c'est à peu près tout. Ouais, tu t'es Mais raccroché à ça un petit peu, votre oui. relation, Ouais, ouais, on était déjà très soudés, mais je pense que cette période-là nous a aussi, davantage rapprochés, ouais. mmh. Et alors, du coup, est-ce que ça change dans quel toi, dans ta tête, est-ce que pour plus tard, tu veux des enfants, tu as envie de maternité, de rencontrer l'amour? Ou est-ce que Alors, ça brise un peu quelque chose? l'envie d'avoir des enfants, il est arrivé assez tard. Il est arrivé vers mes 25 ans, je crois. Avant ça, j'avais pas spécialement de projet d'avoir des enfants ou de vouloir me marier, c'était pas vraiment, dans mes projets de vie. C'était pas, quelque chose dont j'avais envie, mais c'était pas du tout par rapport à ma situation, c'est juste que ça faisait pas partie des choses que j'avais envie. Je savais que je voulais être maîtresse, mais les enfants, j'y pensais pas forcément. D'accord, et alors, à quel moment on va rentrer quand même presque dans le vif du sujet, mais, il faut bien parler de ce monsieur qui est rentré dans ta vie. Oui. À quel moment tu le rencontres? Comment Alex, c'est ça? Oui, Alex. Alors Alex, je le rencontre, 2015. Je remonte sur Paris pour être professeure des écoles puisque, j'ai eu mon concours là-bas et je le rencontre, en soirée avec des amis en commun. Je retrouve un ami du lycée sur Paris qui me fait connaître des gens. À ce moment-là, c'est la fin de ma relation avec mon ex-chéri. Je suis pas du tout dans l'optique d'avoir quelqu'un dans ma vie, vraiment on se rencontre, en soirée, on se voit de temps en temps mais sans plus et c'est 8 ou 9 mois plus tard, je suis totalement célibataire et où il me dit: «Mais moi, en fait, depuis que je t'ai rencontré, je veux être avec toi, mais je voyais bien que c'était pas le bon moment». Donc voilà. Bon, faut dire que janvier, on se met ensemble, fin janvier 2016, c'est pas la joie non plus pour moi à ce moment-là et vraiment il me brusque pas, il laisse faire les choses. Je sais que lui, c'est sérieux pour lui et cetera. Moi, j'arrive pas encore à me projeter, mais il me dit: «Pas de souci, on fait les choses à ton rythme».
Et puis, on verra, où ça mène. Donc j'ai trouvé ça très beau. Ah ouais, c'est super élégant, Oui. c'est quelqu'un de patient alors? Oui, oui, c'est quelqu'un de patient, puis surtout moi je découvre à ce moment-là qu'en fait, depuis le début, il me voit potentiellement plus que comme une amie. Moi Eh oui, j'étais à 1000 lieues de ça. il te l'avait jamais dit avant? Non, il me l'a jamais dit et il y avait jamais eu de comportement qui laissait penser que, vraiment je pense qu'il Ouais, savait, voilà, il m'a laissé le temps aussi, très respectueux. oui, très Parce qu'il a vu respectueux. que c'était pas le moment pour toi, donc il s'est dit: «Bon, je vais attendre un petit peu». Oui, c'est ça. Mais alors ce qui est d'autant plus difficile, enfin qui a dû être d'autant plus difficile pour lui, c'est qu'entre septembre et janvier, moi j'avais une relation non officielle avec son meilleur ami Mmh. qui était, du coup mon copain de lycée, Mmh, heu, d'accord! que voilà, il m'avait toujours plu ce garçon et quand on s'est retrouvés, il m'a dit: «Mais toi aussi tu me plaisais». Et donc j'ai dit: «Mais ça a pas dû être facile pour toi en fait de nous De vivre voir, ça, tous les 2 chez toi?» et oui, parce que vous voyez souvent en tant qu'amis, donc Oui, tous ensemble, forcément. et puis cet ami de lycée vivait chez lui. C'était coloc? Ils étaient colocs. Donc je dis: «Mais ça a Donc tu dormais pas» là-bas souvent? oui, je dis: «Mais ça a pas dû être facile pour toi tout ça?» Il me dit: «Non» et puis en plus cette personne-là, savait que, moi j'avais des sentiments pour toi. Waouh! Ah! Eh ben, Bon, bah, désolé du coup, pardon. bon, ils se sont pas battus pour toi? Ils se sont pas battus pour moi, non, la fin avec cet ami de lycée a été assez, pas très belle, on va dire. Voilà, puisqu'en partant, il a dit: «Bah, moi j'ai fini», voilà, pas ce qu'il veut, un peu. Donc j'ai fait: «Bon». Waouh! Ouais, Donc bon, fini la coloc? ils sont plus amis, non, aujourd'hui, effectivement. Mais ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est que mon chéri lui en a parlé. Il lui a dit: «Bah, voilà, toi, je vois que Julie, ça le fait plus, tu vas vers d'autres horizons. Est-ce que ça te gêne si je me mets avec elle?» Et il lui a dit: «Mais pourquoi, tu l'aimes?» Et je me souviens que mon chéri lui a répondu: «Bah, oui, depuis le début, en fait». Et Oh, j'ai trouvé ça trop mignon quand il me l'a dit, voilà. c'est super beau. Ouais, je pense que s'il avait pas eu cette patience, peut-être qu'on serait pas ensemble aujourd'hui donc voilà, je le Bah, remercierai toujours pour ça, ça c'est c'était, sûr qu'on peut parler de patience, de résilience aussi quelque oui, part quand même, bah, oui, 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 parce que parce moi je me mets que à sa place, pas évident quand même, hein, oui, non, je ta pense que position, au début. il a vécu des mois pas évidents et voilà, je le remercie, mais de toute façon dans la vie de tous les jours, il est patient, il y a beaucoup de patience donc Et alors au début, comment ça se passe? alors au début, en fait, moi je vis quasiment tout de suite chez lui parce que, à cette époque-là, j'étais dans une résidence, jeunes actifs sur Paris, parce que je venais de retourner sur Paris et moi, chez moi, j'avais des garçons qui me suivaient, qui étaient capables de me dire quand j'étais chez moi ou pas chez moi, donc j'avais pris le parti, j'étais souvent chez lui, même en tant qu'amie, parce que je lui avais dit: «Voilà, chez moi, c'est pas possible, il y a trop de gens bizarres là où j'habite». OK. Mais j'étais dans la chambre, en fait, il me laissait la chambre et lui, il dormait dans le salon. On dormait pas encore, on dormait pas forcément encore ensemble, mais du coup, très vite, moi, je lui ai dit que, bah, je voulais des enfants. On était même pas ensemble encore tout à fait officiellement que déjà je lui dis ça et il me dit, «Bah, écoute, je peux t'aider à avoir un enfant, mais moi, par contre, enfin là, ça fait même pas un mois qu'on est ensemble, moi, je l'assume pas. Je peux t'aider si vraiment tu as envie d'avoir un enfant, mais après, tu es toute seule, quoi». Et j'ai dit: «Non, c'est pas ce que je veux parce que sinon, j'aurais déjà des enfants à ce compte-là». Mais je lui dis: «Je vois que ça te fait un peu peur, donc moi aussi, moi, de mon côté, je suis prête à attendre». Parce qu'effectivement, lui, il avait déjà, en fait, un garçon, qui avait 7 ans à cette époque-là et qu'il voyait pas souvent. C'était assez compliqué comme situation et je sais qu'il en a souffert de la façon dont ça s'est passé avec la maman de son fils et cetera. Et je lui ai dit: «Écoute, on va prendre le temps de se rassurer, toi par rapport aux enfants, moi par rapport à la vie amoureuse et quand on sera prêt, on aura des enfants tous les 2». Je lui ai dit: «Moi, ce que je veux, c'est pas juste avoir des enfants, je veux une famille avec un papa qui est là pour m'aider, pour les élever et cetera». Mmh. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, on a tous les 2 pris le temps de se rassurer sur les points où on avait besoin d'être rassurés. Mais il te l'avait dit, tu le savais qu'il avait un Oui, enfant déjà, depuis le début? depuis Avant le même début. d'être avec lui? Oui, oui, je le D'accord. savais déjà. Après, cet enfant était pas forcément très présent dans le quotidien, parce qu'il habitait à 2 heures de route, mais je savais qu'il était là et moi, ça me posait pas de soucis. Mmh, ça t'a pas freiné dans tes envies de Non, relation, non, non, pas sérieuses du tout. avec lui, et tes projets aussi, Non, qui naissaient petit à petit, non, non.
Et alors, comment ça se passe? Est-ce que déjà tu rencontres son enfant à un moment donné? Comment parce qu'on imagine là un début de Oui, relation amoureuse, un enfant qui est on là mais pas a, trop là. on a attendu quand même, plusieurs mois parce que voilà, moi je voulais le rencontrer dans de bonnes conditions puis, rencontrer un enfant, c'est pas rien. Mmh. Donc voilà, on a pris le temps de se connaître à 2, d'être sûr que ça pouvait fonctionner, que c'était sérieux et après effectivement, j'ai rencontré son fils. À l'époque, il le voyait chez ses parents parce qu'ils étaient plus proches de la maman. Donc on s'est fait un premier week-end comme ça, chez les parents. Donc je rencontre les beaux-parents et le fils en même temps. Oh là là! Voilà, Sacré week-end! grosse étape, sacré week-end, mais ça s'est très, très bien passé. Tu avais des appréhensions Heu, toi par rapport au fait de rencontrer son enfant? non, Parce que parfois on peut famille recomposée, ça peut ne pas être évident, j'avais pas d'appréhension par rapport à l'enfant, c'était plus par rapport à son ex, parce que voilà, moi à l'époque, toute jeune, pleine de convictions et sans enfant, j'étais: «Ah mais il y a plein de trucs qui sont pas normales, qui devraient pas se passer comme ça». Donc c'était plus par rapport à ça et en fait effectivement, ça s'est pas très bien passé, voilà, ça s'est pas très bien passé parce que moi je ne concevais pas à l'époque qu'il puisse laisser couler autant de choses et prendre un peu les miettes de ce qu'elle mmh. voulait bien lui laisser. Même si je comprenais que quand elle était partie, lui, il la laissait faire un peu ce qu'il voulait, il avait 17 ans. Ouais, c'est Donc très jeune. il a pas vraiment pris ses responsabilités à ce moment-là et puis, bah, elle s'est débrouillée un peu toute seule. Donc je comprends enfin, avec le recul, je comprends ce point de vue-là. Mais moi, de mon côté, amoureuse et tout ce que je voyais, c'est qu'il était malheureux et qu'il disait rien et qu'il se laissait marcher dessus. Donc j'ai un peu, mis mon nez là-dedans. Ça a un peu mis la pagaille. Je regrette la façon dont ça s'est fait, mais je regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à prendre son fils chez lui, à le prendre régulièrement pour les vacances, passer du vrai temps avec lui. Oui, Parce que créer du jusque-là, il lien allait finalement, du oui, vrai lien plus profond. jusque-là, il allait chez ses parents, le prendre de temps en temps quand il pouvait, entre, le boulot, les études et cetera. En fait, moi, je lui ai dit: «C'est pas ça, être papa, c'est pas ça, être dans la vie de son fils». Je comprends que pour la maman, ça a été un chamboulement. Elle passe de «je gère tout toute seule» à «il y a quelqu'un qui débarque, en plus avec une copine et faut tout changer». Donc ça a été un sacré chamboulement à ce moment-là, pas forcément bien reçu. Ils avaient une manière de communiquer que moi je connaissais pas, qui était très agressive. Donc à un moment donné, j'ai pris, la décision d'envoyer un message, en fait, à la maman en lui disant: «Bah, écoute, voilà tout ce que lui ressent qu'il t'a jamais dit, tout ce qu'il a laissé passer». Je me souviens que je me suis pris un pavé un peu incendiaire et avec le recul, je le comprends. Mmh, Mais ouais, à partir de là, ça a été très compliqué, en fait, à partir du moment où il a arrêté de dire oui à tout, ça a été compliqué. forcément. Tu l'as accompagné en fait à prendre sa place Oui, mais surtout. peut-être pas de la bonne façon à ce moment-là. Mmh. Moi, j'avais pas d'enfant et je voyais juste et puis j'avais le modèle de ma mère aussi. Elle avait toujours tout fait pour qu'on ait un lien avec notre père, peu importe ce qui se passe, quitte à payer les billets de train, aller-retour, à pas compter sur la pension et cetera. Et là, j'avais pas le même modèle et j'étais là: «Mais c'est pas normal, enfin là, il a sa kermesse, tu même pas au courant, on vient d'arriver, elle te dit que tu l'auras pas ce week-end», il y a plein de choses comme ça que je trouvais pas normales et en fait, je pense que, j'aurais peut-être à ce moment-là mieux fait de les laisser discuter entre eux. Parce qu'à partir de là, effectivement, ça a été assez Ouais, mouvementé. après si la communication était un peu rompue et tout ça, bon, tu as donné le petit élan, Oui, peut-être? alors, au final, aujourd'hui, voilà, mon beau-fils, il est chez nous, derrière, ça se passe bien, mais il y a eu des années quand même compliquées, Mmh. suite à ça. Il Voilà. a 15 ans aujourd'hui, tu me disais tout Il à a l'heure 15 ans, oui. et ça se passe super bien? Ça se passe super bien, c'est un super jeune homme, de toute façon, avec moi, ça s'est toujours bien passé et même, enfin, je trouve qu'il est super, quoi. C'est bien de le dire parce que souvent sur des familles recomposées, on a peur ou la belle-maman a souvent une mauvaise image, ou le beau-papa aussi, mais Oui. c'est bien d'avoir un discours comme le tien, c'est Bah, source d'espoir je aussi. pense que lui, en tant que jeune homme, des fois, il peut me trouver un petit peu dure. Il peut penser aussi que je fais des différences, ça a pu arriver sûrement. Mais je prends toujours le temps de lui expliquer, je fais pas de différence. Par contre, je gère, le degré de réprimande, on va dire, en fonction de l'âge, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Oui, Voilà. c'est la maison de vos C'est enfants oui, et oui, ah beh, complètement, il a toujours eu sa chambre, on a toujours fait ensemble qu'il ait sa chambre, son espace. Ça a toujours été très important, même quand on vivait sur Paris,
On avait un 2 pièces, mais la chambre, elle était pour lui avec ses activités, voilà, on faisait en sorte de prendre des vacances quand il était là. Mmh. Pour moi, c'est important qu'ils soient tous, mais même avant que j'aie des enfants, en fait, il fait partie de la famille Oui. et on le prend en compte au même titre, que n'importe qui dans notre famille, quoi. Et alors justement, à quel moment vous avez eu cette envie d'agrandir la famille et de toi devenir maman? Alors moi, enfin, même avant d'avoir rencontré mon chéri, j'avais envie de devenir maman. Lui, il avait pas spécialement envie d'avoir d'autres enfants Ouais, et ce et qui peut se je peux le comprendre. comprendre. Mmh. Et du coup, ça s'est quand même fait plutôt rapidement parce que ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Au moment où il m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, tu peux arrêter ta pilule, on verra ce qui se passe». Bon, chez moi, ce qui se passe, c'est assez rapidement. Au bout de 10 jours, je tombe enceinte et je lui envoie ma prise de sang, il me fait: «Déjà? Oui?» Tu lui as envoyé? Je lui dis: «Oui, déjà». Et là, il me fait: «Bah, il y a qu'une chose que je te demande, c'est qu'on quitte Paris». Il me dit: «Je veux pas élever d'enfants, sur Paris». Donc voilà, et à ce moment-là, bah, j'avais fait ma demande de mutation, on attendait encore la réponse et elle est arrivée plutôt positive, donc j'ai fait que 2 ans sur Paris, ce qui est assez rapide. Et je lui dis: «Bah, voilà, on est mutés, mais va falloir, l'annoncer à ton fils. Et oui, On va avoir un enfant et on est mutés». Je lui et il y a eu plein dis: d'infos là. «Pour lui, ça va être, un abandon». On en avait déjà parlé à son ex, copine de notre projet de déménager, de revoir la garde et cetera. Elle avait dit: «Pas de souci». Et sauf qu'à ce moment-là, ils sont en guerre, donc ça devient un souci. Oh. Et là, tu étais mutée à Bordeaux, J'étais déjà? mutée à Bordeaux, oui. OK. Oui, oui. L'objectif, c'était de redescendre, près de ma famille, et du coup, on le rassure. Moi, je vis ma grossesse, tout se passe bien et pendant encore 1 an, on garde notre appartement sur Paris pour pouvoir monter sur Paris et garder, du coup, Ethan, Là-bas? là-bas, pour pas qu'il ait à faire les allers-retours parce qu'il était encore petit. Oui. Il avait quel âge à ce Il moment-là? avait, 8-9 ans. Ah oui, effectivement trop petit pour prendre le train, tout seul, Oui, on voulait pas que tout soit perturbé d'un coup, donc moi, je finis ma grossesse, de septembre à décembre sur Bordeaux, «toute seule» entre guillemets. Mon chéri reste sur Paris, le temps de faire un peu la transition et pendant 1 an et demi, on fait les allers-retours sur Paris avec, du coup, Nolan, qui a 7 ans et pour pouvoir accueillir, Ethan là-bas, pour pas qu'il change ses habitudes et cetera. Et après, bah, il y a le covid qui arrive. Ah bah oui, Donc plus là, possible de prendre le train, là, pour aller le voir? c'est plus trop possible et puis, bah, Ethan, il va sur ses 10 ans donc voilà, il commence à être assez grand et mine de rien, sur Paris, on a qu'un 35 carrés donc à 4, ça fait vite petit et moi, je me souviens très bien du jour où j'ai décidé d'arrêter d'aller là-bas, c'est que Nolan tournait en rond dans l'appartement, mais vraiment, il faisait des ronds. J'ai dit: «Là, c'est plus possible, chez nous, près de Bordeaux, on a un appartement de 90 carrés, il y a 3 chambres, il y a un jardin en bas, il y a de quoi l'accueillir». Je dis: «C'est plus possible de faire, les vacances, les week-ends, sur Paris». Donc on en a parlé, avec Ethan, on a mis en place, avec la maman, un mode de garde, qui pouvait convenir. Donc on le prenait, 1 week-end par mois, mon chéri, il montait sur Paris pour voir son fils et D'accord. les vacances, il venait chez nous. Comme ça a coupé un peu la poire en 2, il avait pas à faire trop de trajets et Nolan restait chez lui dans son cocon aussi. Le but, c'était que tout le monde puisse y trouver, Bah, bien sûr. un équilibre, Comment en fait. comment réagit Ethan, déjà à l'annonce de l'arrivée d'un petit frère ou d'une Alors petite à sœur? l'annonce de l'arrivée d'un petit frère, il était très ému, c'était très mignon, il était content aussi, mais il voulait pas que ce soit une fille, par contre. C'était sa seule demande. OK, mais c'est un frère. Voilà, il voulait pas que ce soit une fille. Je dis: «Bah, ça, je ne décide pas». Mais il le prend bien. Voilà, il le prend bien, il est content, en plus, il voit que chez nous, il y a quand même 3 chambres, donc il aura quand même la sienne, il aura quand même son espace. Ça se passe bien. Voilà, la grossesse, l'arrivée du petit frère, tout se passe plutôt bien. La famille, suit son cours, hem et il est plutôt content, Mmh. il est très protecteur. Ouais. Ouais. Il joue son rôle de grand frère, Oui.
Et Ouais, le ouais. fait de vous voir un peu moins souvent et de venir enfin, de voir son papa un week-end, par mois et venir vous voir à vous, une fois pendant les vacances quoi, comment il réagit à cet âge-là, Alors à ça cet se passe âge-là, ce comment? qui est assez compliqué, c'est que, lui, il demande à venir plus souvent chez nous, mais une fois chez sa maman, il a pas le même discours. C'est assez compliqué pour lui de gérer les 2. C'est un peu déstabilisant pour nous, mais en même temps, on le comprend. C'est pas facile à 10 ans de dire à sa maman: «Bah, voilà, je veux passer plus de temps chez papa». C'est pas facile pour une maman d'entendre ça non plus. Donc des fois, on insiste quand vraiment ça lui tient à cœur et d'autres fois, on laisse un peu plus couler parce que c'est pareil, c'est des batailles et Mmh. faut choisir ses combats des fois. Donc quand c'est des événements qui lui tiennent à cœur, on insiste un peu. Après, on essaye de lui faire comprendre aussi au fil du temps que, il faut qu'il affirme ce qu'il veut et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Par exemple, s'il y a des événements chez sa maman, qu'il a envie d'y aller et pas venir chez nous, il peut nous le dire et cetera. Mais je pense que c'est compliqué pour lui à ce moment-là Mmh. et nous, on fait avec. Ce qui est plus compliqué pour moi à ce moment-là, c'est quand il fait des promesses à son frère. Du quel De, genre de «Bah, je promesse? t'appellerai toutes les semaines, je t'enverrai des cartes postales, on se fera des visios», qu'il les tient pas. Moi, en tant qu'adulte, je comprends parce qu'il est dans son quotidien, il a ses habitudes, ses amis, il a autre chose à faire. Son petit frère le comprend un peu moins à ce moment-là et c'est là où moi, ça me touche un petit peu plus. Parce Son petit frère, que, il comprend, son petit frère, il comprend que, il est censé, avoir des nouvelles et il en a pas et du coup, je lui demande de même si ça part d'un bon sentiment, de pas faire de promesses. mmh, Ce sera plus une surprise s'il pense à appeler que, autre chose et il le comprend assez bien, il s'excuse donc ça, enfin, ce qui est génial avec lui, c'est que quand on prend le temps de dialoguer avec lui, de lui expliquer, il comprend très bien et ouais, c'est Ethan, c'est quelqu'un de très sensible donc il comprend assez vite les choses et s'il sait qu'il a fait du mal ou même pas volontairement, il va s'excuser et voilà. Moi, je sais que ça est arrivé qu'il me blesse et je lui dise et j'ai eu le droit à des mots, extraordinaires, voilà. mmh. C'est jamais volontaire, il est jamais méchant volontairement. C'est précieux ça comme Ouais, qualité. c'est très, très précieux. Faut juste prendre le temps de discuter avec lui, en fait et Oui, d'expliquer, la communication encore une oui, fois, oui, oui. c'est super important, encore plus avec les enfants. Oui, bah, oui, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses et de penser qu'eux. Même la notion de temps, de promesses, de choses, voilà, Oui, ça part quand pas il est d'une chez mauvaise nous, intention, enfin, quand il était chez nous et qu'il disait, «La semaine prochaine, je t'appelle», pour lui, sur le moment, oui, la semaine prochaine, il appelle et puis il a une envie, c'est et il l'envie a quoi. envie, oui, sur le moment et puis après, il y a la semaine qui passe, il y a les copains, il y a les devoirs, il y a le quotidien, il y a autre chose et voilà, sauf que moi, Nolan a une très bonne mémoire, donc si tu lui dis: «Je t'appelle», tu Il plutôt attendait. intérêt à l'appeler. Oui, oui. Mais c'est mignon quand même, ça veut dire qu'ils avaient vraiment créé un lien dès le début, Ouais. très fort. Oui, oui. Et alors, vous avez envie à un moment donné de poursuivre, d'agrandir cette famille? Oui, Qu'est-ce qui se alors, passe, entre vous 2 avec Alex? ce qui est marrant, c'est que les envies d'agrandir la famille, elles viennent toujours avec des étapes. Nolan, on l'a eu quand on est venu habiter, sur Bordeaux. Léon, du coup, mon deuxième e arrive, quand on achète notre maison. D'accord, Voilà, je me souviens, les enfants étaient en vacances et moi, je rentrais de Paris, on finit de poser les cartons, on s'installe dans le jardin, on prend un apéro et tout. Mon chéri me prépare du saucisson et j'ai dit: «Beh, non, je peux pas en manger». Il fait: «Déjà?» «Oui». Parce qu'effectivement, j'avais enlevé mon implant il y avait même pas une semaine. Oui. waouh, c'est fou! Oui, c'est très rapide, chez Incroyable! moi, ouais et en fait, on avait parlé enfin, pas du timing parfait, mais en gros, on s'était dit: «Bah, voilà, on se sent d'agrandir la famille, on a envie» et Nolan commence à être grand, il a presque 3 ans. C'est voilà, il est un peu plus autonome, un peu moins, dans la demande, ça me semble, être bien. Voilà et il m'avait dit: «Oui, oui, d'accord, bah, tu finis ton implant et puis quand il est fini et qu'il faut l'enlever, go, quoi». Bon, bah, c'est arrivé assez vite. Du coup, bah, je vois mon équipe, mon gynécologue, qui me fait les prescriptions. On arrive, on fait, l'échographie du premier trimestre, après je devais partir,
Normalement, je devais être en vacances, mais j'avais fait l'aller-retour pour pouvoir faire l'échographie, parce qu'on était dans le Gers, c'était pas très loin. L'échographie premier trimestre, nickel, parfait. Vous l'annoncez du coup à vos enfants? Pendant les vacances, on l'annonce à Ethan, je lui fais un petit ballon à confetti à éclater et il se met à pleurer. Je dis: «Mince, il est pas content». Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Et j'ai encore la vidéo, il me fait: «Mais c'est trop bien, je vais Ah. avoir un autre frère». Je dis: Ah, «Mais pas une c'est sœur? pas sûr que ce soit un frère!» heu, Nolan, on lui annonce pas tout de suite parce que du coup, j'étais pas encore à 3 mois. Mais Ethan, oui, on lui dit et on prépare une annonce pour les familles, une vidéo où il y a un ballon qu'on éclate et il y a un message dedans et on se dit qu'on profitera, du baptême du coup, civil de Nolan pour l'annoncer aux familles. On l'annonce au baptême et cetera, tout va bien, tout le monde est content, les grands-parents rêvent que d'une petite fille, Bah oui. moi je rêve que d'un garçon parce C'est que vrai? oui, j'ai pas forcément envie d'avoir de filles. Alex pas du tout. Lui, il veut que des garçons. Ah bah, au moins. Voilà, parce qu'il me dit: «Je sais faire et je suis à l'aise» Vous vous êtes raccord déjà. Ouais, c'est et ça, c'est voilà. c'est facile de dire: «On sait faire», on en a déjà 2 à la Je dis: maison. «Bah, après, enfin, si c'est une fille, hein, enfin, voilà», mais effectivement, puis le côté, pas tout racheter, hem et ouais, une tribu de petits mecs, ça m'allait bien aussi. Mmh. En plus, Ethan ne voulait pas de fille, donc on était: «Ah Oh, bon». tout le monde Tout le aurait monde été est content, raccord, quoi. voilà, super. On a quand même un prénom pour une fille au cas où, mais effectivement, on voulait tous un garçon. Et du coup, on rentre de vacances et j'avais oublié qu'avant de contacter mon gynéco, j'avais programmé une écho de premier trimestre avec le cabinet de sage-femme, au cas où il ait pas de place parce que c'était pendant les vacances et cetera et je l'avais pas annulé et là, je me rentre et je dis: «Mais mince, c'est 24 heures avant, bon ça la fout mal, tu prends le créneau de quelqu'un, je vais y aller». J'y vais, je m'installe. Bon, pour moi, j'avais fait mon écho T1, il y a une semaine, avec la prise de sang pour la trisomie, tout ça, tout va bien. Je m'installe, elle me met la sonde et cetera et puis là, je vois que ça dure quand même, je reste, bien 45 minutes, dans le cabinet et elle me dit: «Vous avez déjà eu des échographies et tout?» Je dis: «Bah oui, mon gynéco, il m'en fait tous les mois, puis j'ai déjà eu ma T1 mais je vous avoue que j'avais oublié d'annuler, donc je suis venue» et là, elle me dit: «Non, mais parce qu'en fait, la clarté nucale est assez épaisse». Je dis: «Bah, c'est bizarre, enfin, il y a une semaine, ça l'était pas et puis j'ai fait ma prise de sang pour la trisomie. J'ai le taux maximum, enfin, concernant les risques, on m'a dit: "Tout va bien"». Elle me dit: «Bah, là, c'est quand même très épais et je vous cache pas que le liquide, il y en a pas beaucoup, Je dis: «Bah, la semaine dernière, ça allait». Elle me dit: «Bah, je vous redirige vers le centre Diane qui vous aidera à faire des analyses un peu plus poussées et à voir si jamais il y a des malformations ou quoi». Je ressors de là avec mon échographie. Elle me dit: «Appelez, cet après-midi et tout». Je sais pas pourquoi, c'est pas le centre Diane que j'appelle, mais c'est mon gynéco et je lui dis: «Bah, voilà, je viens de faire une échographie, elle a pas l'air très bonne, c'est pas très rassurant». Donc il me dit: «Bah, passez, je vous prends entre 2 patients, il y a pas de souci, passez tout de suite». J'arrive, il me dit: «Mais pourquoi vous êtes allés en faire une autre? Vous êtes venus la semaine dernière». Donc je lui réexplique la même chose et je lui donne. Et il me regarde, il me fait: «Effectivement, c'est pas la même échographie qu'il y a une semaine». Il me dit: «Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Un choc, une perte de liquide?» Je dis: «Non, rien de spécial, enfin, j'ai rien senti en tout cas». Il me dit: «Vous allez pas aller au centre Diane, vous allez descendre 2 étages plus bas, il y a le docteur, Mangium, qui est spécialisé dans les malformations et cetera. Elle vous prend tout de suite». Et tu étais toute seule, toi, à ce moment-là? J'étais toute seule à ce moment-là, oui. OK. Et Donc je lui dis: là, «Beh, OK», elle me prend tout de suite. Donc je préviens Alex par texto. Je dis: «Bah, voilà, je dois descendre faire une écho, avec une spécialiste, j'attends». La spécialiste me prend, on fait l'échographie, elle me demande où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, je lui raconte. Elle me dit: «Effectivement, le taux du liquide, pas fou, quoi». Elle me dit: «Il y en a, mais pas autant que ça devrait». Je dis: «Bah, d'accord, mais on fait quoi?» oui, c'est quoi le comment Elle me on dit: fait? «Beh, je vais vous proposer une amniosynthèse, la semaine prochaine pour voir, les malformations, s'il y a rien
Elle m'explique un peu la procédure et cetera. On prend rendez-vous. Elle me demande si j'ai des questions. Bah, j'en ai pas parce que tout était très clair. Toi, dans ta tête, tout était clair? Tout était clair. C'est vrai? En Tu avais pas fait, de questions? non, chaque spécialiste prend vraiment le temps à chaque fois de m'expliquer les choses, les possibilités, les examens, comment ça va se passer. Pour moi, tout est clair. À ce moment-là, on me dit pas que on me dit qu'il y a un risque de malformation, mais on me parle de rien d'autre. Donc j'en discute quand même en rentrant avec Alex. Je dis: «Bah, voyez, il y a un risque de malformation». Il me dit: «Moi, je te cache pas que s'il y a malformation, je souhaite pas poursuivre, la grossesse. Je me sens pas d'assumer un enfant avec un handicap». Je dis: «Bah, je te cache pas que, pour travailler avec, des personnes en situation de handicap, l'été et avoir déjà travaillé avec eux, je me sens pas non plus». Donc là-dessus, on est plutôt raccord. Je vais faire mon amniosynthèse, l'équipe, est adorable. Je suis pas placée côté maternité et cetera, je suis en pédiatrie, mais loin, dans une chambre vraiment, j'entends rien, enfin, ils sont adorables avec moi. L'examen se passe très bien, j'ai pas mal, voilà. Elle fait ses prélèvements, elle m'explique ce qu'elle fait. On recontrôle un peu, elle voit que le liquide, c'est toujours pas ça et elle me dit: «Bah, voilà, sous 10 jours, vous aurez les résultats». 10 jours. 10 C'est jours, c'est ouais. tr extrêmement long. C'est très, très long. Je rentre chez moi, j'ai un peu tout qui retombe. Je rentre chez moi, je pleure. Dans la voiture, je pleure et je me dis: «Allez, ça va aller. Ça va aller, ça ira très bien». Tu as espoir, qu'il y ait des bonnes nouvelles? Pour l'instant, Comment tu pour te moi, sens? dans ma tête, tout va bien à ce moment-là, voilà, il y a pas beaucoup de liquide, d'accord, mais on me dit pas que c'est alarmant. Tout va bien, on fait des examens. Mmh. Les premiers pour la trisomie étaient bons, la clarté nuquelle, on me dit que ça peut être positionnel, donc dans ma tête, tout va encore bien. C'est un peu dur parce qu'on n'a pas envie de vivre tout ça en étant enceinte, mais pour moi, à ce moment-là, tout va encore bien. Tu positives, tu te raccroches au Voilà, je me positif. raccroche à ce que je peux. On reçoit les résultats, aucune anomalie. Je suis «Bon, très bien». Là, on est, mi-août. Donc tu es enceinte de combien à ce moment-là? À ce moment-là, je suis enceinte de 4 mois et demi. Déjà quand même très avancée dans la grossesse, en Déjà plus. très avancée et moi, du coup, je reçois les résultats. À chaque fois qu'on reçoit des résultats, tout va bien. Bon, Donc je me dis: «Bon, on s'alarme peut-être un peu pour rien, tout va bien». Encore une fois, on refait des examens, tout va bien. OK, bon, hem, on passe la fin août. Fin août, on va une semaine en camping avec des amis. Je demande l'avis à mon gynéco avant, je lui dis: «Bah, voilà, on part, à tel endroit, est-ce que c'est bon?» Il me dit: «Bah, vous oubliez les randonnées et compagnie, mais si c'est juste pour aller à la piscine et cetera, ça va». Je fais: «OK» et on fait des soirées au camping, on danse, on s'amuse, on a Nolan avec nous. Ethan n'est pas avec nous en vacances, il est chez sa maman à ce moment-là, mais on a Nolan et je me souviens d'une soirée où on danse et je sens du liquide qui tombe et je me dis: «Bah, c'est des pertes de grossesse, c'est des pertes liquides, voilà». Ça arrive une fois et puis plus rien. Je me dis: «Bon, c'est des pertes, bon, on m'a prévenu que ça pouvait arriver, voilà». et que c'était pas alarmant? C'était On pas t'avait alarmant, prévenu? c'était vraiment juste, oui, comme si j'avais eu des fuites, Oui, liquides, ce qui peut il y arriver, a pas de sang, il y a rien, ça mmh. arrive une fois et puis plus rien. Je sens mon bébé qui bouge, voilà. Je fais ma semaine de vacances, on rentre, j'ai mon rendez-vous, avec mon gynéco, il contrôle. Le liquide, c'est toujours pas ça, mais le bébé, bouge bien et cetera et arrive mi-septembre, je passe un week-end toute seule avec Nolan. Alex est sur Paris pour voir un peu ses parents et Ethan à ce moment-là. Comme ça lui permettait de voir tout le monde. Moi, je reste me reposer et là, j'ai des pertes, mais un peu marron. J'appelle mon frère, je lui dis: «Écoute, c'est peut-être rien, mais je préfère que tu viennes garder, Nolan et je vais à la maternité et je vérifie». On vérifie, elles me disent: «Des pertes marron», on regarde, le bébé va bien. Elles me disent: «Bon, bah, repos ce week-end, tranquille». Je dis: «Mais je suis toute seule Ouais, avec un enfant de 3 ans, c'est ce que alors j'allais dire. tranquille, on». Donc j'appelle mes parents, je leur dis: «Écoutez, est-ce que ce week-end je peux venir, à Arcachon, me reposer un petit peu?» Ils me disent: «Oui, pas de souci, on y va». Donc eux, ils gèrent, autant qu'ils peuvent Nolan, qui est quand même très maman à ce moment-là et moi j'essaye de me reposer et après plus rien. Voilà, j'ai pas mal, j'ai mal nulle part, j'ai plus de saignements, pas de perte, rien
Tu te sens bien, Je me sens bien, pas je trop sens mon bébé fatiguée? qui bouge, je suis Mmh. pas fatiguée. Pour moi, voilà, je m'alarme pas plus que ça non plus et la semaine d'après, je retourne à la maternité, de nuit par contre parce que là, c'est des saignements. J'y retourne, hem et j'ai dit de nuit, mais c'est dans la journée parce que Nolan est avec, sa nounou. J'y retourne et là, ils me font le test, pour, le liquide amniotique. Elle sort, elle le fait, elle me dit: «Faut attendre un petit peu» et cetera. Je dis: «Bah, d'accord, bah, j'attends». Tu es toute seule encore? Je suis toute seule parce que pour moi, il y a jamais de raison de s'alarmer, donc j'y vais toute seule et là, ils me font, «On a appelé votre gynéco, il arrive». D'accord, mais Mmh. elle me dit, «Il arrive». Bon, même pas 2 minutes après, il est là, il a son cabinet à côté de la maternité, c'est pratique et je le vois qui arrive et je me souviens, il pose sa main sur ma cuisse et il me dit: «Bon, c'était compliqué depuis le début». Là, je lui dis: «Oui». Il me dit: «Là, c'est du liquide, amniotique que tu as perdu». Je dis: «D'accord» et je comprends que, du coup, c'est la rupture de la poche des os, sauf que je suis à 5 mois et il me dit, il fait sortir les infirmières et il me dit: «Là, on va te garder, à la maternité parce qu'il faut qu'on vérifie qu'il y ait pas d'infection. Je t'ai placé dans une chambre, il y a personne autour de toi, mais va falloir qu'on te mette, sous cachet pour les infections et qu'on réfléchisse à la suite». Donc je lui dis: «D'accord, mais enfin là, la suite, il me dit: «Bah, soit on arrive à le garder le plus longtemps possible, sans infection, sans malformation, sans douleur et il y a des chances que, il naisse, mais très prématurément». Il me dit: «Soit faut envisager, un IMG». Je dis: «D'accord». Donc il m'installe en chambre, on me donne, j'ai une tonne de médicaments à ce moment-là, je peux ouvrir une pharmacie avec tout ce qu'il me donne. Heu, on me fait, voir le docteur Mangium, du coup, encore une fois, pour des échos et là, elle me dit, «Bah, là, ça va être échographie toutes les semaines jusqu'à une prise de décision ou quelque chose», je dis: «D'accord, OK». Heu, je réalise un peu ce qui se passe, mais pas vraiment non plus à ce moment-là. Je continue à me dire: «Ça va aller». Je sais pas pourquoi, mais je continue à me dire ça. Je me dis: «J'ai une prise de sang à faire tous les 2 jours, j'ai des médicaments, on va le faire Et tu peux rentrer chez toi, et je peux rentrer malgré chez tout? moi». OK. Oui. Ils te gardent pas hospitalisée, Ils m'ont gardée, 1 journée et demie et après ils m'ont dit: «Bah, voilà, c'est retour à la maison, prise de sang tous les 2 jours, alitement». Je dis: «Mais alitement? J'ai un enfant à la maison». En plus, à ce moment-là, j'ai aussi une nounou à la maison avec un autre enfant, parce qu'il y avait le projet de la MAM qui ouvrait, en novembre-décembre et en attendant, du coup, on avait trouvé une nounou de la MAM qui venait garder, Nolan à la maison avec un autre enfant. On avait accepté de prêter notre maison. Donc moi, je suis alitée avec la nounou et les enfants et puis, bah, mon fils qui me voit à la maison et qui se dit: «Bah, il y a maman». mais il comprend pas que tu sois là allongée toute la journée, Il comprend pas et j'essaye de rester allongée autant que possible mais ben, lui, sa chambre est à l'étage puis des fois, il veut me montrer des choses donc j'y vais, le moins possible mais j'y vais et j'ai, mes rendez-vous toutes les semaines du coup avec le docteur pour l'écho et bah, enfin de semaine en semaine, les choses ne s'arrangent pas. Il y a de moins en moins de liquide et je lui dis, «Mais là, en gros, c'est quoi?» Enfin, la première question que je pose, c'est: «Est-ce qu'il souffre, mon bébé?» Elle me dit: «Pour l'instant, non». Donc déjà le «pour l'instant», je comprends que ça veut dire qu'à terme, oui et elle me dit, «Le problème, c'est que même avec l'alitement, la quantité de liquide continue de diminuer». Donc elle me dit: «C'est comme si, en gros, vous aviez votre bébé dans un ballon rempli d'eau et que le ballon se vide, bah, la poche se serre autour du bébé» Mmh. et elle dit: «Quand bien même il arriverait, à terme ou au plus loin du terme, ce serait potentiellement avec des malformations parce qu'il est compris, mais il peut pas se développer correctement, Ah, en dû fait». à ça alors que, peut-être qu'il en avait pas avant Il et en avait pas avant, oui et là, elle me dit: «Bah, du coup, là, actuellement, son cervelet ne peut pas se développer, donc ça va lui créer,
potentiellement des malformations, même assurément. Je dis: «Beh, moi, non, on en a déjà discuté». Elle me dit: «Est-ce que vous en avez discuté avec votre mari? Est-ce que vous avez pris une décision à ce sujet-là?» Je lui dis: «Oui». D'ailleurs, il m'accompagne, de temps en temps sur les rendez-vous, mais pas tout le temps. Et je me souviens le dernier rendez enfin l'avant-dernier rendez-vous qu'on a, c'est le 22 septembre et elle me dit, enfin voilà, elle me dit qu'il y a pas d'amélioration. Je lui dis qu'on a pris notre décision, mais que je peux pas signer le papier maintenant. C'était une demande d'IMG du coup, d'interruption médicale de grossesse et je lui dis: «Moi, je peux pas signer le papier maintenant, je suis pas prête» et je lui explique que, j'aimerais que mon bébé, il ait jusqu'à 6 mois parce qu'en fait, à partir de 6 mois, il peut être reconnu par l'État et il peut être sur le livret de famille et moi, c'est très important pour moi à ce moment-là. Et elle me dit: «Mais de toute façon, on n'aurait rien signé aujourd'hui, je le sais, vous êtes venue toute seule Ah, il faut le papa et aussi il faut avec le toi. papa» et je dis: «Oui, c'est vrai». Et je lui dis: «Est-ce qu'on peut attendre encore une semaine?» Et elle me dit: «Écoutez, moi, je comprends votre démarche, vous êtes très raisonnée et très saine dans ce que vous me demandez». Parce qu'au début, je lui dis: «C'est pas bizarre?» Et elle me dit: «Oui, on peut encore attendre une semaine, ça changera pas la donne». Donc on y retourne le 29. T'en avais parlé autour de toi, tes parents avaient suivi du coup l'avancée de Alors j'en ai parlé oui et non. Ils savaient que c'était compliqué. Mais à ce moment-là, je sais que, par exemple, mon beau-père, il comprend pas pourquoi on va pas jusqu'au bout. Il a du mal à saisir, et moi, à ce moment-là, je suis incapable d'expliquer tout, absolument tout ce qu'on vit. Ils savent qu'il y a des difficultés, qu'il y a moins de liquide, que c'est compliqué, mais je suis incapable de tout expliquer. Ils savent pas ce que ça veut dire réellement. Oui, voilà et du coup, mon beau-père, il dit: «Mais vous pouvez pas attendre et tout, heu, l'interruption médicale, c'est obligatoire» et du coup, mon mari lui explique. Il fait: «Ah oui, effectivement», voilà. Durant cette semaine-là, que vous avez attendu, Oui. tu arrives à 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à en discuter tous les 2 Alors, on arrive à ou en pas? discuter tous les 2 et ce qui est très beau, on va dire, c'est que on n'a pas la même façon de gérer les choses. Moi, j'ai un peu besoin d'en parler. Alex, pas du tout. Il préfère être dans sa bulle et en fait, ce qui est beau à ce moment-là, c'est que chacun respecte les besoins de l'autre et comprend les besoins de l'autre. On cherche pas à ce que l'autre vive la chose de la même manière. Moi, je lui reproche pas du tout d'être dans sa bulle et de pas vouloir en parler. Lui, il me reproche pas, de vouloir en parler, au contraire. On s'installe des petits moments un peu comme ça où je lui dis: «Bah, là, moi, j'ai besoin d'en parler, est-ce que tu es prêt à écouter?» Il me dit: «Oui» ou «Non» et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on s'écoute et on respecte, la façon qu'a l'autre de gérer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en parle régulièrement, sur Instagram avec mes amis et cetera. Lui, pas du tout, il en parle jamais et c'est OK. C'est pas pour ça qu'il y pense pas ou que ça le touche pas. C'est juste qu'on n'a pas la même façon de gérer les choses et je trouve que c'est important qu'on arrive à se respecter là-dessus. Voilà. Mmh. Et pour les enfants, est-ce que vous en parlez aux garçons, Heu de ce qui et va arriver, enfin, alors pour que tu leur expliques? Ethan, on lui dit rien parce qu'il est pas chez nous à ce moment-là et je trouvais ça violent de lui envoyer un message en lui expliquant les choses. Bien sûr. On lui annonce quand il revient aux vacances d'octobre à Ethan parce qu'il me demande des nouvelles et donc je lui explique, les choses. Il me demande si j'ai des photos, je lui dis: «Oui», mais que je lui montrerai pas. Voilà, je lui explique pourquoi et il comprend tout à fait et Nolan, on lui parle pas forcément, il était encore petit. Mais je me souviens qu'un jour dans la voiture, il me dit: «Et ton bébé, il est où?» Donc je Ah lui oui. explique qu'il y a eu des problèmes et que, bah, le bébé, il est mort. Il me dit: «Ah d'accord» et il m'en reparle plus comme ça pendant, un long moment. Il avait eu sa réponse et voilà, il y a que là récemment où il s'est mis à m'en reparler et où je lui explique et il comprend. Enfin étrangement, il y a pas de tristesse quand il m'en parle, mais il comprend et il sait. Mmh. Il me dit: «Ah oui, avant il y en avait, avant Louis, il y avait un bébé». Et je dis: «Oui, effectivement, il y avait un bébé», je dis: «Si tu as besoin d'en parler, il y a pas de souci, tu peux en parler avec nous, si tu veux pas qu'on en parle, tu me le dis aussi». Et voilà, de temps en temps, il a des questions, des flashs comme ça, Mmh. Vous en avez pas fait un secret? Non, on C'est n'en a pas du important? tout fait un secret, c'est pas du tout un sujet tabou, bah, il y a des gens, des fois, qui me disent: «Ah oui, tu as 2 enfants?» Je dis: «Non, 3». Et «Ah bon?» «Oui, 3». Compliqué Voilà. ça aussi, Oui, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des gens pour qui, ils préfèrent ne pas compter, ne pas en parler, c'est plus facile pour eux.
Oui, Moi, au contraire, ça m'agace, surtout quand c'est des membres de la famille qui me disent: qui «Ah savent. oui, tes 2 enfants». Non, non, non. Donc ouais, ça m'agace un petit peu plus, mais je peux comprendre aussi, je pense que de leur côté, c'est pas facile de se positionner, de savoir, comment en parler, quoi faire, C'est très quoi dire ou délicat pas. comme sujet, ouais, c'est Et vrai. puis c'est propre à chacun, chacun a sa façon d'intégrer la chose, de la vivre et de la partager aussi donc Justement, comment vous arrivez, ce fameux jour pour signer les papiers? Est-ce que tu sais déjà comment ça va se passer? Est-ce qu'on t'a préparé? Parce que ça, c'est quand même extrêmement alors, important. oui, parce qu'en parallèle, des examens du coup avec le docteur spécialisé, je vois quand même mon gynécologue. J'ai mes prises de sang tous les 2 jours, pour, les infections et mon gynécologue me prévient en cas d'infection, bah, là, il y a pas d'attente possible, c'est déclenchement. Donc on nous prépare, on nous dit comment ça va se passer. Voilà, on me dit que, bah, va falloir que j'accouche. C'est la procédure. Je dis: «OK, pas de souci». Bon, j'avais déjà accouché une fois donc voilà, je sais comment ça se passe. On dit juste la différence, c'est que là, pour un IMG, du coup, on te déclenche parce que c'est pas naturel et au sort du coup, on sort du rendez-vous le 29, on vient de signer les papiers. J'ai rendez-vous en suivant avec mon gynécologue pour programmer l'IMG. Il regarde son agenda et il me dit: «Le 4 octobre». Je regarde, je dis: «Bah, le 4 octobre, c'est anniversaire d'Ethan, c'est pas terrible quand même, Il me dit: «Bon, je regarde une autre date». Il regarde un peu plus loin et il me donne une autre date et à ce moment-là, en fait, il reçoit, mes résultats d'analyse du coup d'infection et il me dit: «Bah, en fait, ça va pas pouvoir attendre le 4 octobre, là, on était le vendredi». Il me dit: «Là, je vous prescris, les premiers médicaments pour, le déclenchement. Vous y allez. Je les appelle, je les préviens et lundi, vous revenez et faut que vous accouchiez, quoi». Parce qu'il y avait une Il infection? y avait une infection, oui, malgré les médicaments et cetera, mon taux avait triplé en 2 jours. Il me dit: «En fait, là, le risque, si je vous déclenche pas maintenant, c'est que vous perdiez votre utérus. Donc ça veut dire plus d'enfants, plus jamais». Je dis: «D'accord, très bien, heu, OK». Bah, je vais à la maternité, elle m'installe dans leur salle de repos pour me faire prendre les médicaments. Ils me disent: «On va pas vous installer, dans une salle de préparation ou autre, venez avec nous». Elles sont très douces. Elles m'emmènent dans leur salle de repos, elles me demandent comment je me sens. Ça va, étrangement, ça va. Heu et et du coup, elles me donnent les cachets. Elles me disent: «Voilà, lundi, on se retrouve là. Vous passez à l'accueil, on viendra vous chercher et et on enclenchera du coup, la suite». Je dis: «Bon, d'accord, OK». Je rentre chez moi, j'ai le week-end un peu pour me préparer. Je parle beaucoup à mon bébé, je lui explique les choses. Je m'excuse aussi beaucoup, même si je sais au fond que c'est pas de ma faute. Je m'excuse aussi auprès de lui. Je prends vraiment ce week-end-là, voilà, pour parler avec lui, pour prendre du temps, pour vivre les derniers moments et ce qui est assez perturbant pour moi, c'est que, bah, je le sens bouger en fait, enfin pour moi, il est là, il est Il en est là, pleine ouais. forme, il bouge, il va bien et en fait, la sage-femme à l'hôpital le lundi m'explique que soit il supporte pas les contractions, il décède avant que j'accouche, soit ils vont devoir, l'endormir via le cordon pendant que j'accouche. Et je me dis: «Bah, je préférerais que ce soit pendant, parce que le voir et l'entendre, qui vive même quelques instants pour après mourir, ce serait trop dur pour moi». Donc je me dis, ben, OK, la solution elle est pas folle. Donc Et je il y a pas d'autre solution? Ils peuvent rien faire d'autre, non, non, c'est vraiment, c'est les 2 solutions possibles et du coup, elles me redonnent 2 cachets pour me déclencher et elles disent: «Bah, on reviendra plus tard. En général, les déclenchements, c'est long, donc on reviendra vous en donner dans 4 heures». Elle s'en va et 20 minutes après, je dis: «Là, faut que tu les appelles, ça fait mal, ça fait beaucoup trop mal». Heu, un déclenchement, c'est assez, violent pour le corps. Bah, c'est pas naturel déjà et pour ma part, en tout cas, je trouve que les contractions sont beaucoup plus fortes. Elles ont pas le temps d'arriver par vagues, elles arrivent. mmh, Point. c'est du non-stop, c'est pas comme ce que tu avais connu pour C'est ton ça. ton Ouais, 1er puis bébé? surtout que Nolan, ça avait duré 3 jours donc
Bon. Là, c'est pas pareil et je dis: «Il faut vraiment que tu les appelles parce que là, j'ai mal, il faut qu'on m'emmène» et donc il rappelle une infirmière et elle regarde, une salle d'accouchement qui sont de dispo un peu à l'écart et ils me font passer. Je dis: «Mais on passe pas par là normalement, pas?» Il me dit: «Non, là, on passe par le couloir de derrière, comme ça vous ne croisez pas d'autres mamans, vous êtes toutes seules, Elles avaient tranquille». vachement d'attention comme ça, Oui, hein. C'est rare ouais, ouais. d'entendre ce genre de Franchement, discours. toute l'équipe était super, même autour, et elles m'installent et elles me disent: «Bon, bah, là, faut laisser faire le travail». J'ai mon gynécologue qui arrive, qui m'ausculte et cetera. Ils s'en vont, on me pose la péridurale. Je suis soulagée parce que ça fait vraiment très mal à ce moment-là et j'ai Alex qui reste avec moi tout du long. Il me dit: «Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin?» Je dis: «Juste que tu sois là, ça suffit» et en fait, je sens que ça pousse et à ce moment-là, je suis toute seule dans la salle avec Alex, il y a plus personne et je touche en bas et je sens mon bébé qui arrive et je dis: «Faut que tu ailles chercher vite parce que là, il arrive et je me vois pas le rattraper toute seule. Donc faut que tu ailles chercher quelqu'un vite». J'ai la sage-femme qui arrive, qui ouvre le drap, qui fait: «Docteur!» Il arrive aussi et en fait, il a juste le temps d'arriver et de le rattraper et du coup, il y aura pas besoin de l'endormir parce qu'effectivement, juste la violence, du déclenchement, l'a, a fait qu'il est décédé pendant l'accouchement et en fait, ce qui m'a marquée à ce moment-là, c'est que, bah, normalement, une naissance, il y a l'enfant qui crie, il y a des bruits et là, c'était le silence complet. Heu, on m'explique quand même, ce qu'on fait. Mon gynécologue m'explique que, bah, voilà, là, va falloir, il me laisse un peu de temps, mais il faut expulser, le placenta. Heu, bon, il y a la sage-femme, qui prépare mon bébé, qui me demande: «Est-ce que vous voulez le voir ou pas?» Je dis: «Oui» et j'ai trouvé ça très, très attentionné encore une fois parce qu'elle l'habille. Elle lui met une micro-couche. Elle lui en fait, après elle me l'a expliqué après, mais elle a découpé un bonnet de naissance pour lui faire un bonnet et une tenue. Donc vraiment, elle me l'a mis pour qu'il ressemble le plus possible à un bébé et je suis marquée par le fait qu'il est très, foncé. Je lui dis: «Mais» la seule remarque que j'ai à ce moment-là, c'est: «Il est foncé». Elle me dit: «Oui, parce qu'en fait, bah, la peau est pas encore formée, Ah. donc tu vois, tous les tissus, la chair, le sang, c'est pour ça qu'il est très foncé». Je dis: «D'accord, OK» et je le regarde et et je me tourne vers Alex et je dis: «Tu vu comment il ressemble à son frère?» Et en fait, effectivement, c'était sa copie en miniature, parce que pour le coup, il est miniature et mon gynécologue me dit, «On l'a pesé, on l'a mesuré et même si il était né vivant, on n'aurait pas pu le réanimer». Ça, il me le dit après, mais il me dit: «On n'aurait pas pu le réanimer parce qu'il faisait moins de 500 grammes». Il faut savoir que les bébés de moins de 500 grammes, on ne pratique rien sur eux. Donc il me dit: «Dans tous les cas, il serait décédé». C'est important ça que tu le saches. Je pense qu'à ce moment-là Oui, et en même temps, s'il avait fait plus de 500 grammes, je pense que ça m'aurait aussi fait un choc qu'ils essayaient de le réanimer et cetera. Des mois en couveuse, enfin, quand je l'ai dans mes bras, je vois bien qu'il a souffert du manque de liquide parce qu'effectivement, il a un œil plus gros que l'autre, il a, un crâne assez haut. Il y a des formes de il était vraiment comprimé. Donc je me dis: «Quand bien même ils auraient fait quelque chose pour le sauver, quelle vie il aurait eu derrière? Quelles conséquences ça aurait eu tout ça, pour lui?» Donc je prends mon bébé, on nous laisse, on me dit: «Voilà, il y a pas d'urgence à vous l'enlever ou à vous emmener en salle, vous prenez le temps que vous voulez et heu quand, c'est bon pour vous, vous nous appelez». Donc on reste un peu. Je demande à mon chéri de prendre des photos parce que moi, à ce moment-là, j'en suis incapable. Je lui dis: «Est-ce que tu peux prendre des photos, s'il te plaît? Parce que je pense que plus tard, ça pourra aider». Donc il en prend tant bien que mal et lui, il reste, heu, il reste un peu stoïque. Je vois sa tristesse, mais il l'exprime pas et je le remercie à ce moment-là parce que je me dis: «Il est fort pour nous 2». Voilà. Je sais pas comment j'aurais géré moi derrière si je l'avais vu s'effondrer, je sais pas. Mais à ce moment-là, en fait, pour nous, notre bébé est décédé, mais enfin, on est en fait comme dans une bulle, un peu hors du temps où, on
Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est totalement la réalité à ce moment-là. Je viens d'accoucher, je sais pas trop ce qui se passe. Le personnel est gentil et cetera et en fait, il m'explique, que, bah, ils vont emmener, le bébé, en chambre froide, du coup et que, si je veux le revoir avant mon départ, je peux demander à le voir. Je dis: «D'accord». On avait signé en arrivant à l'hôpital des papiers, faut savoir que quand ça arrive, ils te demandent si tu veux gérer toi les obsèques ou si c'est l'hôpital. Moi, à ce moment-là, je pouvais pas, je me voyais pas, acheter un mini cercueil, enfin, c'était pas possible pour moi, donc j'ai demandé à ce que ce soit l'hôpital qui gère, heu, l'hôpital nous informe, en fait, de quand ils répandent les cendres, des étapes, mais on gère pas et moi, c'est ce que j'ai demandé à ce moment-là et on nous demande aussi si on veut, une autopsie ou pas. Ah, pour comprendre, Pour comprendre, pour voir s'il y a eu quelque chose de particulier, une malformation, quelque chose qui s'est mal passé et nous, on la demande, on s'était mis d'accord là-dessus, parce que dans notre processus, on a besoin de savoir aussi si ça risque de se reproduire. On a besoin de savoir aussi, si on aurait pu, faire quelque chose. Est-ce que, c'est, une malformation, quelque chose de génétique qu'on peut transmettre? Donc on demande, ça aussi et on nous propose un suivi psychologique. Donc moi je dis: «Non, c'est bon, j'ai déjà quelqu'un à l'extérieur». J'avais pris quelqu'un à l'extérieur. Alex lui en a pas besoin. Il me dit: «Non, moi j'en ai pas besoin non plus». Mais vraiment on est bien accompagnés sur tous les plans et à ce moment-là, on va s'apprêter à quitter la chambre du coup d'accouchement. Pareil, ils me font passer par derrière et même, principe, je suis pas côté maternité, je suis côté pédiatrie mais dans une aile où il y a pas d'enfants. Hem, Pendant tout ce temps-là, ben, on a Nolan qui est chez ses grands-parents. Donc Alex me dit: «Bah, je vais devoir rentrer» parce que lui, il comprend pas, c'est pas le week-end, on est en pleine semaine, il a école demain, voilà. Je dis: «Oui, pas de souci, de toute façon, moi je vais demander», il m'avait proposé, des cachets pour dormir, pour passer la nuit. Je dis: «Moi, je rentre demain, donc je vais demander des cachets, je vais dormir et puis voilà». Du coup, Alex part. Moi, je reste un peu dans ma chambre. Je sonne, je me souviens, je sonne et je demande à l'infirmière et je lui dis, «Mais je fais que pleurer, est-ce que c'est normal?» Et elle me regarde et elle me dit: «Mais oui, oui, c'est normal. Vous avez vécu quelque chose de pas facile aujourd'hui et c'est normal». Je dis: J'aimerais bien avoir quelque chose pour dormir parce que, là, sinon j'arriverai pas à dormir». Elle me dit: «Pas de souci, je vous amène ça», donc elle revient, elle m'amène des cachets. Effectivement, je m'endors, en 2 secondes. Et je me souviens, je me souviens vaguement pendant la nuit, on vient vérifier que tout va bien, ma perfusion et cetera et le lendemain, je sonne et je dis: «J'aimerais bien, voir mon enfant avant de partir». Elle me dit: «Pas de souci, je vous l'amène», et elle vient, elle me l'emmène. Il était tout froid et elle dit: «Je reste avec vous si vous avez besoin». Je dis: «Oui, j'aimerais bien que vous restiez un petit peu». Et je vois l'infirmière, je vois aussi qu'elle est triste et elle me dit: «Mais vous savez, vous avez le droit d'être triste et de pleurer, c'est normal». au contraire, c'est bien Et de effectivement, du coup, là, sortir tout ça. au bout d'un moment, je la regarde et je lui dis: «J'aimerais bien rester un petit peu seule». Elle me dit: «Pas de souci, quand vous avez besoin, vous sonnez, je reviens». Et du coup, à ce moment-là, je suis seule avec mon fils et je lui dis au revoir. Je lui dis tout ce que j'ai besoin de lui dire à ce moment-là. Je prends vraiment mon temps avec lui et au bout de 10 minutes, je sonne et je sais que c'est la dernière fois que je le vois. Donc je dis: «Bah, là, c'est bon» et je lui dis: «Mais, qu'est-ce qui va se passer pour lui?» Je le savais, on me l'avait déjà expliqué, mais j'avais besoin de le re qu'on me le redise et elle me dit: «Bah, là, je vais le remmener en chambre froide. Une fois que vous serez partis, il quittera l'hôpital». Elle me dit: «Pas avant et on l'emmènera pour, son autopsie». Je suis: «D'accord, OK, très bien». Je me souviens, j'envoie un message à Alex, je lui dis: «Voilà, je lui ai dit un dernier au revoir pour nous 2. Je suis dans la voiture et je rentre». Tu as pris le volant comme ça toute seule? Oui, j'ai pris le volant pour rentrer chez moi. Alors heureusement, j'habitais pas loin, mais je lui dis: «Je rentre»
et il me dit: «D'accord, il y a quelque chose qui te ferait plaisir, en rentrant, tu as besoin de quoi?» Je lui dis: «De calme, j'ai besoin de calme». Il me dit: «OK, pas de souci», je quitte l'hôpital, je me dis au moment où je rentre dans ma voiture, je me dis: «Bah, ça y est, Léon aussi, il est en train de partir, ils sont en train de l'emmener», Je rentre, on discute un petit peu avec Alex et en fait, bah, le soir, il y a Nolan à aller chercher. Il y a la vie qui continue et c'est ça que j'ai trouvé assez violent dans mon retour à la maison, c'est, même dans la voiture, quand j'étais dans la voiture, c'est moi, à ce moment-là, heu, la vie s'est «arrêtée» entre guillemets. Je vis un drame à ce moment-là, mais pour tout le monde, ça continue Ouais. et ça a été assez violent ça de OK, la vie continue, comme si de rien n'était, tout est tout aux mêmes places, enfin et ouais, ça a été ce contraste de, moi je vis un drame, mais pour les autres, tout va bien. Et est-ce que tu penses au fait, en plus, que tu vas devoir expliquer ce qui s'est passé à tes proches, à tous ceux qui savaient que tu étais enceinte à ce moment-là? Alors, j'avais partagé pas mal de petites mésaventures via des stories Instagram, voilà, des analyses, des choses qui allaient pas. On avait un peu expliqué à nos proches et vraiment à notre famille, très proche, on leur avait expliqué, Mmh. ce qui se passait. Hem Donc on m'a pas trop, posé de questions, on va dire et puis je pense que les gens savaient pas trop comment réagir à ce moment-là. Voilà, j'avais des petits messages de: «Si tu as besoin, je suis là», des choses comme ça, mais personne vraiment m'a dit: «Bah alors, il est où ton bébé?» C'est ça, parce Donc que ça a été. certains, qui voient une femme enceinte, après demandent: «Bah, tu accouché?» ou enfin, tu vois, souvent on entend J'ai ça aussi, que c'est pas difficile. j'ai pas trop eu ça. Ça va, de ce côté-là, ça a été. Hem, En plus, pour nous, «la chance» entre guillemets qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas forcément préparé de chambre, parce que, bah, on venait d'emménager et cetera et le lit à barreaux qu'on avait, il servait pour le petit, que la nounou accueillait chez Mmh. nous. Il y avait pas vraiment de chambre pour le bébé. Donc déjà, j'ai eu ça en moins. Ouais. J'ai pas eu de choses à effacer, à enlever, il y a juste une armoire, mais on l'a vendue directement. Après tout ce qui était vêtements, jouets et tout, c'était des choses à Nolan, donc on les a juste laissés dans les cartons, et voilà. J'ai pas eu cet aspect de chambre à défaire, chambre qu'on avait déjà préparée, à défaire. Je pense que ça aurait rajouté un petit peu, Mmh. de difficulté. Hem, mais au moment où je rentre chez moi, du coup, je suis en congé maternité Ah. parce que j'étais à 6 mois et du coup, c'est un congé maternité. Donc je suis chez moi, je passe mes journées chez moi avec, la nounou, les enfants, mon fils et je suis chez moi et autant au début, je prends le temps un petit peu pour moi, je continue de voir ma psy, je vois une fois, la psy de l'hôpital, mais j'aime pas être, chez moi. Enfin, je peux pas, j'y arrive pas à rester chez moi. Donc je regarde, le minimum que je dois prendre en congé maternité parce qu'il y a un minimum et je demande à ma hiérarchie du coup de reprendre plus tôt. Ils acceptent, eux ça les arrange. Il y a pas Ouais. beaucoup de monde pour remplacer donc ça les arrange et la chance que j'ai entre guillemets, c'est que quand je reviens, mes élèves, ne me posent pas trop de questions. Ils m'ont vue début septembre, mais il y en a qui se rappellent plus bien et à ce moment-là, je suis accompagnée par la psychologue, de l'école et je lis un livre, sur le sujet. C'est «L'hirondelle et moi», il me semble et comme ça, pour ceux qui se souviennent et qui ont des questions, j'arrive à y répondre avec l'aide de la psychologue, avec des mots adaptés. Mais parce qu'il y en a qui m'avaient vue, quand elle a remarqué que Sur super j'étais enceinte. complexe avec des enfants là qui ont quel âge? C'était une classe de CM1? À CE? l'époque, c'est une classe de CP-CE1. CP en plus, ouais, CP, Donc CE1. Qui pose vraiment, toujours des questions? je réponds, avec l'avis de la psychologue, je ne réponds que s'il y a des questions. S'il y en D'accord. a pas, j'y réponds pas. Tu pas sinon, oui, bien sûr. Voilà et du coup, eux passent très vite à autre chose. Moi, retourner travailler, ça m'aide beaucoup aussi et là où j'ai un peu plus de mal à l'époque, c'est avec, la réaction de ma directrice d'école, qui annonce à tout le monde que j'ai fait une fausse couche. Alors que c'est pas du tout C'est ça pas du tout le cas. et je dis: «OK, mais non, c'est pas ça». Bon
Je laisse passer parce que j'ai pas d'énergie pour ça à ce moment-là. Elle vient me voir, elle me dit, «Bah, si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard». Je fais: «OK». Dans sa tête, ça doit être une fausse couche. De toute façon, j'en avais pas spécialement parlé au travail, voilà. Je laisse passer, mais du coup, je fais mon année, un peu compliquée et je me dis: «Bah, c'est ma dernière année dans cette école, je pars après», j'avais besoin aussi de changement. Et avec Alex, comment ça se passe? Comment vous le vivez, Alors avec Alex, ça se passe bien, on se soutient, on n'a pas de, il y a pas de fossé qui se creuse, de mal-être, de reproches, tout se passe très bien. Moi, je le gère extrêmement bien aussi, là, je vois avec ma psy, j'en parle beaucoup, elle me dit: «Bah, écoute, enfin, je sais pas, quoi te dire, tu gères plutôt bien la situation et tes émotions» et et on va dire que, c'est, une épreuve terrible à ce moment-là. C'est vraiment la pire chose qui peut arriver, mais c'est pas, la pire chose que j'ai vécue en termes de gestion. J'arrive très bien à le gérer, j'arrive très bien à accepter quand ça va pas, je m'autorise à être, mal, mais je sais aussi comment je peux remonter et en fait, à cette époque-là, à ce moment-là, je me connais suffisamment bien pour savoir ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut pas que je fasse. Voilà, ça vient d'expériences antérieures que j'ai pu vivre, mais je sais, je me connais suffisamment pour savoir, ce dont j'ai besoin pour que ça aille. Donc je mets tout en place pour que ça aille et moi je sais qu'il faut pas que j'hésite à en parler. Donc j'en parle quand j'ai besoin, je réponds franchement quand on me demande, j'essaye pas d'arrondir les angles ou de me dire: «Bah, en face, il a peut-être pas envie que je réponde ça». Voilà, quand on me pose la question, bah, je réponds vraiment aux choses, je cache vraiment pas mes émotions là-dessus et je m'autorise à les vivre et je pense que c'est ça qui m'aide aussi beaucoup. Alex, lui, je lui demande: «Toi, comment tu gères?» Il me dit: «Bah, voilà, moi, c'est plus comme ça. Je préfère rester, quand j'ai besoin dans ma bulle». Je lui dis: «OK, pas de souci, tu gères comme tu le sens», Oui. et voilà, on arrive, que ce soit, en tant qu'individu ou en tant que couple à traverser ça, on va dire sans trop d'impact, négatif pour nous. Là où ça aurait pu peut-être nous séparer, nous diviser, pas du tout. Au contraire, ça nous rapproche et on arrive à vivre ça, assez, sereinement au vu de la situation. Voilà. On on vit nos moments de tristesse en décalé parfois, mais on est OK avec ça et en fait, le fait d'avoir et Nolan et Ethan aussi aux vacances fait que, bah, on a la vie qui continue aussi quand même, Oui, sous vos yeux, voilà. malgré tout. Après, c'est pas pour autant que je m'autorise pas à être triste quand je sens que ça monte ou quoi. Hem, mais mais oui, quand on a la vie autour qui continue, effectivement, le quotidien et cetera, on est très vite appelé par d'autres choses, quoi. Et alors, est-ce que vous vous autorisez un jour à vous dire qu'il faudrait réessayer? Est-ce que vous avez déjà des résultats qui vous permettent de Hem, pouvoir vous projeter? alors, les résultats, on les a assez tard puisque j'accouche en octobre et on a des résultats courant janvier. Mais avec Alex, on sait qu'on veut quand même agrandir la famille. On a juste, 2 conditions, avoir les résultats pour être sûr qu'il y a rien, de génétique, qu'il y a pas enfin, au niveau génétique en tout cas, qu'il y a pas de risque, que ça se reproduise et attendre du coup, que la date du terme, prévue soit passée. Mmh. Voilà, c'est nos deux conditions, et du coup, je reçois les résultats en janvier. Je me souviens, je suis, sur Paris, je fais souvent des allers-retours sur Paris pour voir mes amis. Je suis sur Paris avec un ami en train de boire un café et là, je reçois un mail avec un pavé dedans. Je dis: «Bon, ça, c'est les résultats» et je préviens Alex, je lui dis: «J'ai reçu les résultats, je rentre ce soir, on les regarde tous les 2». Mais bon, je sais que s'il y avait eu quelque chose, mon gynécologue m'aurait appelé à ce moment-là. Oui, il a l'air très Donc fiable et oui, donc je fais ma journée sur Paris, j'essaye de pas trop y penser, bon, c'est un peu compliqué
et le soir venu, on lit, il y avait 16 pages et encore c'était que les résultats préliminaires, mais on lit tout et on voit effectivement, dans les résultats que, le manque de liquide lui a causé, des dommages parce que, il nous parle effectivement de multiples œdèmes, intérieurs et cetera. Mais on lit qu'il y a, en gros, il y a rien de génétique, il y a pas de souci que ce soit au cœur, aux reins, au cerveau, tout allait bien. Donc j'ai rendez-vous, avec mon gynécologue, pour voir si tout est remis en place, à l'intérieur et q s'il y a pas de résidus, il y a rien, si tout va bien et il me détaille aussi les résultats et il me dit: «Effectivement, là, c'était juste la faute à pas de chance. Il y a pas de». Il me dit: «Alors, ce qui est bien pour vous, c'est que s'il y a une nouvelle grossesse, il y a pas de raison que ça se reproduise. Ce qui peut être compliqué pour vous, c'est que du coup, il y a pas d'explication». C'est Parce exactement ça. qu'effectivement, il y a zéro explication à ce qui s'est passé. Oui, donc tu peux pas te raccrocher à, c'est parce qu'il y a eu ça ou Non, non parce que du coup, hem, le fait qu'il y ait de moins en moins de liquide, on sait pas à quoi c'est dû, on sait pas où il est parti. oui, parce que tu as même pas senti au Je l'ai final, Non, en la plus? rupture soudaine de la poche des os, on sait pas non plus pourquoi. Du coup, il y a vraiment aucune explication. Mais nous, on reste, rassurés et raccrochés à, il y a pas de raison que ça se repasse. Donc déjà, je lui dis: «Bon, on a les premiers résultats, c'est déjà super». Maintenant la deuxième condition était pas encore là, c'est-à-dire attendre la date du terme. Donc je lui dis: «On se laisse le temps» et chance ou pas, mais en gros, il me restait une plaquette de pilules à ce moment-là et on se dit du coup: «Bah, à la fin, le terme sera passé. À la fin de ta plaquette, tu peux arrêter». Je dis: «OK» et du coup, ça se passe effectivement comme ça. On se prend pas la tête sur un désir forcément d'enfant immédiat, on se dit: «On laisse les choses faire». On a un peu toujours fait comme ça, pour nos enfants. Je dis: «On laisse les choses faire, on verra» et à ce moment-là, j'ai une réflexion, on m'a souvent enfin, j'ai souvent entendu, «une vie pour une vie» et en fait, au moment où moi j'étais enceinte de Léon, mon papa était malade, et il est décédé en juin et je m'étais dit: «Bah, sa vie et il y a Léon qui arrive, c'est la suite». Et en fait, à ce moment-là, on est sur un projet de futur bébé et cetera et j'ai le «une vie pour une vie» qui me revient en tête et je dis à Alex: «Mais c'est bon là, on a 2 vies d'avance». Il me dit: «Mais comment ça?» Je dis: «Bah, il y a mon père qui est décédé en juin. Je pensais que c'était pour laisser Léon arriver. Au final, Léon aussi est décédé». Je lui dis: «Le prochain bébé, il sera vivant. Il naîtra, il sera vivant, en pleine santé». Je lui dis: «Là, on a 2 vies pour une vie, c'est assez». Tu te raccroches à ça? Voilà et du coup, effectivement, la plaquette de pilules se termine, je tombe enceinte, dans les 15 jours. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'ai pas d'appréhension, je j'ai dans mon placard, j'ai quand même des serviettes qui sont censées détecter si tu as des fuites, de liquide. C'est vrai? Oui, je les avais achetées pour ma Ça existe? conscience, OK. ça existe, mais en fait, je m'en servirai pas Incroyable, et parce que tu aurais pu justement être et tout j'ai pas autant chamboulée. d'appréhension, j'ai pas de j'ai pas de soucis, en me disant: «Ça va recommencer», je vis pas ma grossesse dans l'angoisse, vraiment pas, et dès le début, je suis encore une fois très bien accompagnée, toujours par mon gynéco qui me propose, en plus des échos, il me fait des échos tous les mois normalement, Mmh mh. mais il me dit: «Si tu as le moindre doute, tu m'appelles, on fait une petite écho, on vérifie que tout va Bien sûr. bien ou tu vas faire un Doppler, peu importe», et en fait, du coup, c'est la grossesse pour Louis, où tout se passe encore une fois, très bien, et je suis accompagnée par la même équipe. C'est-à-dire que j'ai le même gynécologue et pour mes 3 enfants, ça a été la même sage-femme qui m'a accouchée aussi et du coup, tout se passe vraiment très bien et on n'a pas le sentiment qu'on peut avoir parfois de remplacer quelqu'un parce que pour nous, Léon, il a sa place vraiment à part,
il a sa place dans la maison aussi. J'ai un cadre, de photos de moi enceinte avec lui, vraiment, on n'a pas la sensation de remplacer un bébé par un Bien autre, sûr. comme on peut avoir et on n'a pas de culpabilité parce que, on sait, que c'est différent et voilà, on fait pas un bébé pour en remplacer un autre, vraiment pas. C'est juste le projet d'agrandir notre famille. Hem et je pense que c'est important aussi, parce que si j'avais eu un sentiment de culpabilité ou même Alex, on n'aurait peut-être pas vécu la grossesse pareil et Oui, tu aurais été moins sereine sur cette j'aurais été grossesse. moins sereine et je pense aussi le fait de pas avoir fait un sujet tabou de Léon, ça a permis de lui laisser toute sa place et justement, il a sa place et Louis a sa place. C'est pas le bébé qui vient après, Oui. c'est un bébé qui a grandi notre famille. Lui, du coup, ne l'a pas connu, donc il me posera pas forcément de questions dessus. Mais je sais que Nolan, là, de temps en temps, m'en reparle et même si Louis est à côté, j'en parle, il entend. Ouais Il et y a puis il pas de sait que c'est souci OK s'il là-dessus. te pose des questions, Oui, oui, il oui, se permet de le faire parce qu'il sait que c'est OK et que pour toi, c'est pas un problème d'en parler c'est et au ça. contraire, ça le fait vivre malgré tout dans votre famille Oui et et je pense que c'est très important. puis c'est important pour moi aussi quand, Nolan me demande 3 Louis, que je lui explique, bah, il y en a déjà eu 2 parce que voilà, c'est un projet de Nolan, qui veut 3 Louis, heu et heu et du coup, il me dit: «Ah oui, mais c'est vrai, il y a Léon déjà». Je lui dis: «Oui, voilà». Voilà, donc effectivement, on en parle assez librement et je pense que c'est ça qui a aussi aidé, pour la grossesse d'après à être sereine et même, dans ma relation ou dans notre relation Et avec oui, lui et dans sa place au sein de la famille aussi. J'aurais pas aimé qu'on dise, «Bah oui, il y a pas eu celui d'avant donc maintenant c'est toi». Non, c'est pas du tout ça. Hem et en plus, moi, à partir du moment où j'ai voulu être maman, je voulais 3 enfants. Et je dis toujours, mais je les ai eus mes 3 enfants, en fait. bien sûr. Voilà. On me dit: «Ah, tu en as 2?» Non, j'ai eu mes 3 enfants, et puis en plus avec Ethan, ça fait 4. Donc je me suis dit, voilà, on me demande souvent, «Tu as pas de regrets?» Non, parce que, on a fait les choses comme il fallait, on a fait ce qu'on pouvait, au moment où on le pouvait et du coup, il y avait rien à faire de Oui, plus et comme on dit souvent, c'est la vie, bah, là, effectivement, c'était la vie. C'était pas quelque chose qui était, contrôlable et ça, je l'ai accepté et je pense que si je l'avais pas accepté, je me serais laissée sombrer et voilà, il y a des choses qui sont pas de notre ressort et il faut savoir l'accepter pour pouvoir avancer après derrière. je me souviens d'un mot que tu m'avais dit quand au tout début, on commençait à se parler pour se rencontrer. Tu m'avais dit: «Moi, la résilience, ça me parle» Oui. et après avoir, écouté ton histoire, je peux te dire que tu es une force de résilience extrême et merci pour tous tes mots et pour ton témoignage si précieux parce que franchement, il dégage une force, dans ton discours qui est très précieuse, vraiment. Est-ce que tu aurais un message, à faire passer aux parents? J'ai, une petite phrase qui me revient souvent en tête, c'est, «Peu importe combien il pleut, en ce moment, pense à toutes les belles fleurs que ça va faire fleurir après». Waouh, merci beaucoup. Mais de rien. Tu as un petit cœur posé à côté de toi, je te laisse le récupérer. Oui. Tu vas pouvoir inscrire ou pas, quelque chose derrière Fleurs, alors. et voilà, comme ça ton histoire, elle reste ici, avec nous. Merci infiniment Julie pour tout ce que tu viens de déposer ici, qui encore une fois est extrêmement précieux. Merci beaucoup pour ton temps et pour toute cette très belle énergie. Ben de rien, avec Tu plaisir. embrasseras tous tes hommes Oui, pour nous. Merci infiniment. de À très rien. vite. Oui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.